manquera pas, t'inquiète. Du coup, on voulait mettre des petites vidéos en introduction Mais tout à fait. pour le stream. Pour ce stream déjà spécial Soudan. Merci à tous d'être présents dans cette superbe salle. Du bruit pour vous. Du bruit pour vous. Ouais. Non, ça me fait très plaisir. C'est la dernière émission avec Udon Radio à la cantine. Ouais, L'émotion est intacte depuis le début. Ça fait beaucoup, ça fait 8. 8, oui, c'est la 8e soirée à la cantine de la Ouais, Cigale. Donc 2 mois. 2 mois. Un peu à plus chaque parce fois, qu'il y a eu des petits ratés des fois. Oui. On va chaque pas fois- citer de nom parce que sinon. Non, rien dire. Non. À chaque fois, du coup, de super concerts Mais et oui. un Super NVTL discussion. podcast. Ouais, exactement. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, il est différent des autres. Il Bah est oui, on a peut-être plus décidé sérieux. de dédier la dernière soirée à une cause qui est assez importante, je pense. Oui, une cause assez importante, on va pas se le cacher. Et heureusement, on a des gens qui savent de quoi ils parlent pour nous en parler ce soir, donc c'est formidable. Et Dimitri qui règle le live. Je enfin. règle le son, désolé. Et donc, oui, voilà, on va montrer des petites vidéos en introduction. Exactement. Il faut que je mette, hop, sur le live, c'est très bizarre maintenant. C'est une vidéo que tu as envoyée, du coup, Marion, qui travaille à l'association À la main internationale, qui nous a permis d'inviter donc, nos invités de ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est? Parfait. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'il dit, en fait, ce qu'il chante Oui, en fait, il est en train de dire on l'a renversé en parlant de Béchir. D'accord, Et oui. ensuite, il dit liberté, justice et égalité, la révolution et le choix du peuple. D'accord. D'accord, ok. Hurriya, salam wa adala wa thawra khiyar shah. Ok. Et il chante ça, du coup, ça montre que la révolution, enfin, Oui. c'est quelque chose de populaire et de très. Oui, c'était tout au début de la révolution, pendant le mois de janvier, je crois. Et c'est un pharmacien. D'accord. Et en fait, c'est. Ok. D'accord, désolé. Alors, c'était au tout début de la Révolution, c'est un pharmacien. Et en fait, c'est pour marquer un peu que la Révolution, ça a commencé par les médecins et les pharmaciens qui sont en général vus comme des personnes de haut niveau, qui ont une vie assez bien, aisée. D'accord. Mais en fait, ça a commencé par eux. Ça veut dire que le peuple en avait vraiment marre, quoi. Parce que c'est l'élite. Ok. Donc oui, c'est les professionnels, c'est ça qui se sont C'est rassemblés. ça. Est-ce ouais. que du coup pour les gens qui nous écoutent, parce qu'en fait on est très peu informés sur le Soudan et sur la révolution, avant qu'on me dise qu'on allait faire cette émission Ouais, sur la spéciale Soudan, je situation. savais pas du tout qu'il y avait cette révolution. D'accord. Alors que ça a débuté il y a des mois et même encore plus longtemps. Ça fait longtemps que Ouais. le peuple au Soudan a D'accord. envie et besoin de révolution. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce qui se passe en fait? Je vais essayer d'être rapide sur le résumé. Ouais, en fait, oui. ça a commencé. Le problème des Soudanais, ça a commencé il y a 30 ans, quand il y a un dictateur qui est arrivé au pouvoir. Et c'est un dictateur qui était suivi par des islamistes. C'était un militaire qui était avec des islamistes qui voulait faire tout un système différent de celui d'avant. Il voulait tout de suite avoir tout le pays sous sa main. Du coup, ça a continué pendant 30 ans. On était sous pression. Tout le peuple souffrait trop. Il y avait trop de guerres. Il y avait trop de problèmes. Et ça a continué jusqu'en 2010, où il y a eu, le 2009 plutôt, où il y a eu la séparation entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et du coup, le Soudan, qui était un grand pays, est devenu 2 pays différents. Et c'est à ce moment-là qu'ont commencé les problèmes économiques. Et ça a augmenté jusqu'en 2013, où les gens en ont eu marre et sont sortis dans la rue. Et en une journée, il y a eu 200 morts.
Ça a été très vite oppressé, cette petite révolution qui a commencé en 2013. Et les effets de cette révolution ont continué. En 2016, il y a eu aussi des petites manifestations par-ci, par-là, et c'est en général des jeunes. Mais en décembre 2018, lorsque le prix du pain est devenu beaucoup plus cher que tout, ça veut dire un seul morceau de pain est à 2 guinées, qui est la monnaie soudanaise, et c'est trop au vu de combien la personne gagne par mois. Du coup, c'est 2000 lorsqu'on est bien payé. Ah oui. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui touchent 500. Non. Et pour avoir un petit pain, un petit morceau de pain, et le pain c'est un truc principal dans les repas, ça veut dire qu'une famille où il y a seulement 2 enfants et les parents, pour manger un repas avec un seul pain, ils ont besoin d'au moins 4 morceaux de pain. Ça veut dire 4 SDG, 4 guinées par repas. Et en comptant ça, en pensant que c'est 2000 qu'ils gagnent par mois, ça fait vraiment trop par rapport à tout ce qu'il faut acheter d'autre. Et en fait, le pain, c'est un petit sample de comment les prix ont augmenté. Oui. Du coup, les gens sont sortis dans la rue. Ça a commencé apparemment pas dans la capitale, mais dans une autre ville qui s'appelle Adbara, où il y a eu où on a brûlé, le peuple a brûlé des sièges du parti qui était en tête depuis 30 ans, qui est NCP, National Congress Party. Et suite à ça, les gens ont eu le courage, parce que ce moment-là, au moment où on a brûlé ce symbole de l'existence de ce parti dictateur, on a compris qu'en fait, c'est pas un truc qui peut pas être détruit. Oui, et on a cru qu'on peut détruire tout le système qui a été mis en place, qui était en train de se mettre en place depuis 30 ans. Et du coup, les gens ont commencé à sortir dans la rue, à faire des manifestations et à s'organiser petit à petit dans les villes, dans la capitale, en province, dans les petits villages aussi. Et il y avait plein de vidéos qui montraient à quel point les gens commençaient à comprendre quelle est la politique du pays, comment le système oppresse tous ceux qui veulent juste dire on a besoin de vivre bien, on a besoin de liberté, on a besoin de manger au pire. Et c'était vraiment la galère. D'accord. Merci beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, du coup, il y a eu ce grand rassemblement sur la place centrale de Khartoum, la capitale du Soudan. Du coup, en fait, ça continuait jusqu'en janvier, où il y a eu la SPA, qui est l'association des professionnels soudanais. Celle-ci a aidé à mettre en place tout un programme par semaine. Ils mettaient chaque semaine manifestation à tel endroit, de telle heure à telle heure. Les gens sortaient, ils sont frappés par les policiers, tués parfois. Il y a eu beaucoup de morts depuis le début. Et ça a continué jusqu'au 6 avril. Un mois avant le 6 avril, il y a eu le programme de tout le mois, entre le 6 mars et le 6 avril. Et la SPA a mis que le 6 avril, il faut que la manifestation soit pour tout Khartoum et pour tous les États du Soudan, qu'ils viennent tous se regrouper et manifester devant le QG, le quartier général de l'armée. Du coup, les gens ont eu peur parce que l'armée, ça veut dire l'État, et l'État, c'est la cause principale de toute cette révolution. Du coup, les gens ont pensé que ça allait jamais arriver. Il y a beaucoup qui ont dit c'est une mauvaise idée, on va tous se faire tuer, il ne faut pas y aller. Et au contraire, ceux qui ont cru, ils sont partis sur place et c'était un moment magique. C'était tout le peuple, presque tout le peuple qui se rencontrait dans le même endroit, qui ont dit bon, on passe le premier jour, et après ils se sont dit non, on va pas rentrer, on veut que ça continue, on veut que ce régime soit renversé.
Du coup, voilà, du coup, on est arrivé au QG pendant 2 mois, ça a continué. Et c'était 2 mois pleins d'émotions, plein de allers-retours, plein de morts, mais aussi de joie et de bonnes choses. D'accord. Et on a commencé un peu précipitamment, mais en fait, déjà, merci beaucoup d'être avec nous Tout à fait. pour cette émission. Là, ce soir pour la dernière. Pour la dernière, oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter, oui, peut-être pour les... Qu'on sache. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Mohamed Al-Amin, Mohamed Al-Hassan. Je suis de nationalité soudanaise. Je suis installé à Paris depuis 3 ans. De métier, je suis enseignant. Je suis originaire de l'Est du Soudan, mais j'ai vécu mes 10 dernières années à Khartoum pour y avoir fait mes études universitaires et puis les débuts où j'ai débuté aussi le début de ma carrière professionnelle à titre d'enseignant. Après mon projet professionnel j'ai choisi d'aller plus loin et de faire un voyage à l'étranger pour des raisons professionnelles. Et j'avais choisi de venir à Paris, où je suis là depuis 3 ans. Je me suis lancé également dans le militantisme contre le régime au pouvoir, qui s'est fait destituer le 11 avril 2019. Et voilà. Donc, Et donc tu es militant depuis, Merci. Depuis ce 11 avril, très bien. Pardon. Depuis avant, oui, mais donc. Ouais. Oui, du coup, tu es militant depuis le 11 avril ou depuis avant, Non, surtout, en fait, la conscience politique, chez moi personnellement, c'est beaucoup plus éveillé, peut-être avec cette révolution qui a vu le jour le 18 décembre 2018. Contrairement à ce que beaucoup croient et pensent que le soulèvement a commencé dans la ville de Atbara le 19, mais le 13 décembre 2018, une des grosses manifestations qui ont été reprimées et dont on n'a pas assez parlé, ni dans les médias officiels, au même titre que dans les médias alternatifs, ni Facebook, ni WhatsApp. Et cette manifestation a été... c'est la ville de Al-Damazine, qui est au Nil Bleu, qui l'a vécu. Mais il a été rapidement éradiqué et reprimé par les forces de l'ordre. Donc c'est vrai, la conscience politique s'est beaucoup plus éveillée avec cette révolution. Mais depuis ma vie universitaire, on a toujours eu conscience, malgré la répression, malgré le bras de fer avec lequel le régime qui était au pouvoir réprimait nos activités en tant que jeunes et nos initiatives, surtout à titre d'associations de jeunes. Mais heureusement, ces derniers temps, et surtout pour le fait pour avoir l'occasion d'être à Paris et d'être en France, et aidé par d'autres amis, on s'est réunis à plusieurs reprises et à plusieurs occasions pour vraiment participer, avoir un rôle assez efficace par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est notre responsabilité, c'est notre voix qui nous a dicté en fait ce devoir. Et depuis un certain temps, oui, je pourrais dire que je suis un militant politique. Parce que ça fait longtemps que ça dure, les répressions au Soudan, mais ce qui est nouveau, c'est l'organisation qu'il y a autour de cette révolte oui. C'est plus ou moins une question. Quand je dis n'importe quoi, vraiment, mais dites-moi et corrigez-moi. Mais parce que ça fait. Enfin, j'étais à une conférence où ils expliquaient que c'est depuis 1989. Tout à fait. Qu'au Soudan, c'est donc un régime. Tout à fait. Depuis juin, justement, le 30 juin de 1989, le président Omar el-Béchir s'est emparé du pouvoir, assisté par la confrérie des frères musulmans. Et depuis cette date-là, le Soudan il a vécu le pire des présidents qui se sont succédés depuis l'indépendance en 1956. Et
Depuis son arrivée dans le pouvoir, c'est vrai, il a beaucoup opprimé les partis politiques et les activités politiques opposées à leurs idéologies arabes musulmanes et séparatistes et ségrégationnistes. Parce que il était, le régime de Congrès national, le moindre des choses dont on pourrait dire à son égard que c'est un régime vraiment raciste et donc dès le début, depuis son arrivée, on a vécu plusieurs sortes de révoltes et de soulèvements, mais qui étaient dispersés à des intervalles vraiment assez conséquents. Et donc, mais ce qui qualifie cette dernière révolution au Soudan, c'est vraiment la parution de rassemblements le rassemblement l'association des professionnels soudanais qui ont pris à bras le cœur cette révolution avec la planification, avec voilà, la tribune qui se sont créées sur Facebook et dans les médias alternatifs pour justement organiser cette lutte et pour qu'il soit bien orienté vers ses buts et ses finalités, c'est-à-dire le slogan de cette révolution, liberté, justice et paix pour tout le peuple soudanais. Est-ce que justement, vous pensez que les réseaux sociaux ont joué un rôle pendant cette révolution? Quel est le rôle plutôt des réseaux sociaux dans cette révolution? Vous l'avez évoqué à l'instant. Est-ce que vous parler après? Bon, en fait, tout a commencé sur Facebook et ça a continué sur Facebook. On entendait, nous, en tant que Soudanais expatriés, et même les Soudanais qui étaient à l'intérieur, ils attendaient à chaque fois les informations sur Facebook parce qu'il n'y avait pas un média il n'y avait pas un média traditionnel qui vous donnait toutes les informations. Tout à fait. Et par exemple, pour attendre le programme des manifestations, on prenait tous nos portables, on allait sur la page de la SPA sur Facebook et on attendait tout un programme de la semaine de comment ça va se dérouler et au Soudan et pour les diasporas soudanais à l'extérieur. Du coup, les médias ont joué beaucoup. On communiquait avec les leaders de la révolution sur Facebook et par WhatsApp parfois si on a des amis en commun. Donc une nouvelle forme de communication non censurée, très horizontale aussi, j'imagine, avec peut-être moins de chefs ou plus de réseaux qui se forment. C'est ça, oui, tout à fait. En fait, au début, chacun donnait, et jusqu'à aujourd'hui, chacun donnait les informations avec sa propre manière. Il y a des personnes qui se sont mis en position de, on va dire, animateur ou bien leader. Et il y en a d'autres qui ont pris en main le journalisme, qui se sont dit, nous, on va juste photographier et parler de ce qui se passe pendant la journée. Il y en a d'autres qui se sont mis à faire du compte rendu de la journée. Par exemple, j'ai suivi plusieurs groupes sur Facebook qui étaient par des jeunes qui vont aux manifestations et qui reviennent le soir pour nous faire tout un compte rendu et le mettre sur Facebook pour que nous, qui ne sommes pas au Soudan, puissent savoir ce qui s'est passé. Ça fait un genre de journal de bord que vous pourrez suivre. C'est ça, oui. Okay. Et du coup, tous les groupes sur Facebook, tous les groupes du journalisme et d'information sont sur Facebook et ça part de Facebook. Tout commence sur Facebook. Et est-ce que le régime a essayé de contrôler ça ou d'endiguer ça en bloc? Oui, par exemple, ça fait depuis le 3 juin que les Soudanais au Soudan n'ont pas d'Internet. C'est parce qu'en fait, il y a des vidéos qui montrent à quel point c'était trop... agressif. Je sais même pas comment dire ça, trop agressif. Okay. Le fait d'avoir dispersé le sit-in qui était devant le QG de l'armée. Parce qu'en fait, je vous ai pas raconté la suite. On est arrivé jusqu'au 6 avril où tout le monde était mis et c'est devenu un sit-in devant le QG de l'armée. Le 11 avril, il y a Béchir
qui disparaît. Il y a un de ces généraux qui vient à la télé, qui dit je deviens le président du conseil militaire. Ça s'appelle Conseil militaire de transition. On va rester 4 ans et on va donner la suite à un autre gouvernement. Et dans sa parole et dans ses actions postérieures, on savait que c'était juste un changement de nom et non pas un vrai changement de système. Du coup, jusqu'au 12 avril, pendant 24 heures, les gens continuaient à manifester. Ils ont dit on ne veut pas cette personne, il s'appelle Ibn Auf. On ne veut pas cette personne, ça ne change rien. On veut vraiment un vrai renversement de régime. Du coup, le 12 avril, Ibn Auf sort encore à la télé. Il dit je laisse ma place à une autre personne qui s'appelle Burhan. Et c'est lui qui va devenir le président du conseil militaire, avec une autre personne qui, lui, très important. Il s'appelle Hamdan Daglo, c'est Himeti. Et ce nom, il est plus important que Burhan parce qu'il est plus connu. Alors, Himeti, c'est la tête du RSF. RSF, c'est des forces de soutien rapide qui étaient à l'époque, avant de devenir ça, c'est devenu force de soutien rapide en 2006. Avant 2006, en 2003, ça s'appelait les Janjaweed. C'était le nom qui était connu. Et en fait, c'était la force qui a fait le massacre et la génocide au Darfour. C'était la force qui a été choisie parmi d'autres milices qui étaient sur place au Darfour pour réprimer tous ceux qui ne sont pas arabes, entre guillemets, au Darfour. Tous ceux qui sont plus noirs que les autres, quoi. Du coup, il y a eu une grande génocide et ça a causé plein de mauvais trucs, des viols, des brûlures. Ils ont brûlé plein de villages au Darfour. Et du coup, les gens ont commencé à partir du Darfour et aller ailleurs, à la capitale, ou bien venir ici vers l'Europe. Et c'est la cause principale de beaucoup de migrations depuis 2003. En 2006, Bachir a pris cette milice en charge et leur a donné un nom plus beau. C'est RSF, Force de soutien rapide, et sont devenus partie de l'armée. Ensuite, après ces trucs, du coup, il y a eu l'Union européenne qui a fait Khartoum Process. Je suis désolée, je parle beaucoup. Non, mais Non, il n'y a vraiment pas de problème. L'Union européenne qui a fait le Khartoum Process, qui est un accord entre l'Union européenne et le pays, le Soudan, l'État surtout, pour que l'État puisse contrôler tous ceux qui veulent migrer par la Libye et pour qu'il y ait moins de migration vers l'Europe. Et du coup, la RSF, qui était une milice qui faisait partie de l'État, est devenue la responsable de cette répression de migrants ou d'essayants de migrer. Du coup, elles ont l'argent de l'État et l'argent de l'Union européenne. Du coup, Himeti commence à devenir un homme plus important. Et on en arrive au Sétine, où il devient l'homme numéro 2. Et ce qui est qui fait un peu que les gens n'ont pas trop confiance en lui, c'est que au moment où Burhan est devenu le président, alors que lui il est le numéro 2, il est le vice-président, c'est lui que tous les ambassadeurs ont rencontré le premier jour. C'est lui que tout le monde, tous les voyages vers l'extérieur, c'est lui qui le faisait. Et c'est là que les gens ont dit non, on ne veut pas de militaires. On a l'impression que vous êtes juste en train de jouer avec nous. Du coup, ils ont commencé à faire je sais pas comment ça se dit, des discussions
avec les leaders qui était mise en place par une déclaration qui s'appelle la Déclaration du changement et de la liberté. Il y a eu plusieurs opposants de l'ancien régime qui se sont mis d'accord sur une déclaration qui dit qu'on ne veut pas ce régime et qui dit d'autres choses. Du coup, cette déclaration, les signataires de cette déclaration ont mis en place une délégation qui est partie discuter et négocier avec les militaires. Ces militaires ont commencé à dire ok, on va vous faire ça, mais ils ne le font pas. Ils ont donné beaucoup de promesses qui n'ont jamais eu place. Et du jour au lendemain, le 3 juin, alors que tout le monde était sur le sit-in, on ne va pas vous toucher, c'est ce qu'ils disaient, on ne va pas vous toucher, on ne va rien faire. Et le 3 juin, tout d'un coup, il y a une grande force de 5000 militaires qui attaquent le sit-in. Il y a une coupure totale de l'Internet. Et tous ceux qui étaient sur place, aujourd'hui, soit ils sont morts, soit ils sont à l'hôpital, ou bien ils sont emprisonnés. Récemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été libérées, mais ils ont un trauma très fort à cause de ce qui s'est passé le 3 juin. C'était en quelques heures. Il y a toute la force qui était le RSF avec d'autres milices de l'ancien régime qui sont venus sur place avec des Kalachnikov, avec des armes lourdes et qui ont commencé à tirer sur tout ce qui marche. Et ils ont violé des filles, des enfants et des hommes. Ils ont fait n'importe quoi pendant quelques heures. Et du coup, le sit-in a été dispersé. Pardon. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais juste faire un petit recul par rapport à ce que ma collègue a dit. En fait, j'aimerais juste parler et éclairer un peu les gens sur ce qui est l'alliance ou le rassemblement des forces opposantes politiques ou l'alliance de la Déclaration de la liberté et du changement. On a un peu suivi, on vient de un peu aborder, on a dit que le soulèvement, à mesure que le temps passe, il s'organise petit à petit jusqu'à l'apparition de l'association des professionnels soudanais qui, à son initiative, a coécrit avec d'autres formations politiques une sorte de déclaration qui regroupe l'ensemble des revendications qui expriment la volonté du peuple soudanais. Cette déclaration a été signée par l'ensemble des opposants politiques, à part quelques partis politiques qui n'ont pas encore signé à cette déclaration et quelques mouvements politiques. Donc cette déclaration de liberté et de changement, il comprend 3 axes principaux et qui est pour l'instant défendu par toute la rue soudanaise et tous les manifestants soudanaises. Donc le premier axe, la déclaration de changement et de liberté et de changement avait pour vocation et avait pour volonté la destitution de l'ancien régime qui a déjà été déchu. Donc c'est déjà fait. Le deuxième aveu de cette déclaration, c'était l'élection d'un gouvernement de transition qui aura pour mission plusieurs tâches. La première tâche, déjà le cessez-le-feu immédiat dans toutes les régions enflammées par la guerre civile qui fut provoquée par le régime d'Omar el-Béchir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose des missions de gouvernement de transition, c'était l'achèvement de la signature des accords de paix. Troisièmement, l'émancipation de la femme et la lutte pour ses causes. Quatrièmement, la réforme économique dans le pays qui a vécu plusieurs crises et dont la situation est telle, vraiment, il s'est beaucoup dégradé. Quatrièmement, l'amélioration des relations extérieures du pays avec les alliés, y compris régionaux et internationaux. Et ça surtout, voilà, et donc l'émancipation de la femme et l'amélioration
de la situation économique, pardon. Tout à fait. Et aussi la mise en place ou la réforme de la Constitution, justement. Parce qu'il faut rappeler que la Constitution du Soudan, durant le règne d'Omar al-Bashir et une partie du règne de président Numeiri, a été d'obédience islamiste. Donc il y avait aussi cette idée d'une sorte de réforme de la Constitution du Soudan. Et donc parmi les missions de gouvernement de transition, il y avait aussi l'amélioration des relations internationales et la réforme économique par le biais de l'adoption d'une politique économique qui s'engage à améliorer par des finances étatiques, bien sûr, à financer tous les services et les besoins vitaux tels que l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au logement. Et voilà. Et le troisième axe, c'était renouer avec toutes sortes de lois liberticides. Donc maintenant, c'est ça ce qu'on appelle la déclaration ou la déclaration de la liberté et du changement qui est réclamée, revendiquée et défendue par cette révolution du Soudan. Elle est unanime, cette déclaration. Pardon ? Elle est unanime, cette déclaration ? Pour la majeure partie déjà, il a été signé presque par la quasi-totalité des formations politiques, pas tous. Et les peuples, pour l'instant, le seul repère qui permet à la population soudanaise d'observer et de juger le travail de cette formation, c'est-à-dire l'alliance des opposants vis-à-vis ou dans ces négociations avec le Conseil militaire, c'est vraiment ça, parce que c'est devenu comme une attestation, comme un acte en fait, autour duquel on est tous presque mis d'accord. Un acte de rassemblement. Voilà, c'est un acte de rassemblement, tout à fait ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a un leader qui se dessine petit à petit, un leader de l'opposition qui prendrait la relève ? Ou est-ce que chaque nouveau leader est voué au rejet de la rue systématique ? Par rapport à la déclaration ? Par rapport à la déclaration, par rapport aux manifestations qu'il y a au Soudan depuis des années ? Ces manifs, à mon sens, et cette révolution est menée jusqu'à maintenant, depuis son début et jusqu'à aujourd'hui, et tous les événements et tout ce qu'on voit est toujours vraiment organisé, mené, proposé et développé d'une manière très collective. Donc, et la preuve que pour l'instant, c'est vrai que les gens ils connaissent plus l'association des professionnels des professionnels soudanais parce que c'était eux qui étaient arrivés les premiers sur la scène de la révolution. Mais il y a aussi d'autres formations. Il y a l'appel du Soudan, il y a aussi donc les formations politiques qui se composent en 4 parties. Il y a les associations des professionnels soudanais, il y a l'appel du Soudan, il y a le rassemblement opposant, il y a aussi l'Union démocratique d'opposition. Ils sont 3 corps qui regroupent à leur tour dans chaque corps plusieurs partis politiques et associations. Vous avez dit que Internet a été coupé au Soudan. C'est encore le cas aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui, oui. Mais ça fait aussi partie des méthodes. Et c'est ça qui nous déçoit pour l'instant par rapport au conseil militaire, dont les intentions, à mesure que le temps passe, ses intentions et son regard à la révolution qu'elle porte à la révolution nous rend surtout très sceptiques de ce qu'ils veulent faire de cette révolution. J'ai une autre question par rapport à ça. Vous dites qu'Internet est coupé et pourtant il y a toutes ces formations politiques. Comment elles font pour survivre quand il n'y a pas l'outil de Facebook ou des autres réseaux sociaux comment ça se passe ? L'Internet n'est pas complètement coupé. Il est coupé du peuple, mais les personnes qui ont des moyens, ils arrivent à avoir l'Internet. Mais surtout, les personnes qui arrivent à partir de l'étranger vers le Soudan, ils prennent des cartes SIM avec du RAM pour qu'ils mettent ces cartes SIM à disposition des personnes qui peuvent donner de l'information à ceux qui sont à l'extérieur. D'accord, donc il y a quand même des moyens qui ont été trouvés pour pouvoir accéder aux moyens de revendication. D'accord. Et vous avez parlé du coup de l'émancipation des femmes. J'ai l'impression que la place des femmes dans la révolution, elle est extrêmement importante. J'ai vu un reportage où on voit que forcément parce qu'elles sont très touchées par les lois répressives, mais oui voilà. Oui.
Du coup, en fait, la place des femmes au Soudan est un peu particulier parce que, en fait, depuis l'arrivée de ce régime en place, il a commencé à oppresser les femmes par une loi qui s'appelle la loi des mœurs, enfin, la loi du système public. C'est le nom, mais en vrai, c'est une loi qui interdit à la femme, par exemple, de porter un pantalon, de ne pas porter le voile. Enfin, il interdit beaucoup de choses à la femme. Et du coup, de plus en plus, on voit que la femme a une place où elle est réprimée par le régime, surtout, pas par le peuple forcément. Et du coup, les femmes étaient parmi les personnes les plus importantes à voir dans la Révolution. Il n'y a pas une manifestation où il n'y a pas, par exemple, 50% de femmes. Il n'y avait pas des manifestations qui étaient vides de femmes, on va dire. Et c'était des leaders aussi. Ils faisaient beaucoup d'actions pour lutter pour leur liberté et l'égalité surtout. D'ailleurs, on accueille une nouvelle invitée avec notre nous. dernière invitée. Qui s'est glissé pendant qu'il y avait des Pendant qu'on discussions. discutait. Exactement. Oui, bonjour. En fait, je suis venue juste un peu vous parler du sitting parce que j'ai passé 2 semaines sur le sitting à Khartoum et j'ai filmé beaucoup. Donc là, je suis en plein montage de ce que j'ai filmé. J'ai été extrêmement choquée par ce qui s'est passé le 3 juin. En fait, je pensais rester beaucoup plus longtemps au Soudan. Je voulais rester un mois, 2 mois. Enfin, je voulais rester jusqu'à que la révolution réussisse. Et il y a eu des arrestations de journalistes et la fermeture du bureau d'Al Jazeera, la réquisition du matériel de la journaliste d'Al Jazeera et tout ça. Et donc, comme j'avais fait une demande et que j'étais enregistrée comme quelqu'un qui filmait et que j'étais partie vraiment toute seule, j'ai décidé de rentrer pour sécuriser ce que j'avais déjà filmé et ne pas risquer ce genre de problème parce que j'aurais eu personne pour m'aider. Donc j'ai décidé de rentrer plus tôt. Et à peine je suis rentrée, il y a eu... je suis rentrée la veille de ce qui s'est passé au sitting. Et on sentait une tension qui a monté de jour en jour. Parce que, en fait, pendant que j'étais sur place, à plusieurs reprises, les RSF, donc ces milices qui sont responsables du génocide au Darfour, qui ont tué aussi beaucoup de gens dans le Kordofan, dans le Nil bleu, et qui sont des milices qui ne respectent rien, enfin, en tout cas, voilà, qui sont sans foi ni loi. Elles étaient partout, et progressivement, pendant tout le temps où j'étais à Khartoum, je voyais qu'ils étaient de plus en plus nombreux. D'abord, quand je suis arrivée, j'ai été très choquée de les voir aux angles des rues, donc installés avec des grenades, des fusées d'assaut, vraiment du matériel lourd de guerre. Donc il y avait cette sensation, moi je ne me sentais pas du tout en sécurité en les voyant. Et il y a un endroit à Khartoum où ils se rassemblent, qui est à côté de Souq al-Arabi, donc c'est un endroit où ils viennent se garer pour se reposer. Voilà, et en fait, je suis allée là-bas pour faire des courses et on a vu avec l'ami avec qui j'étais en voiture, on a vu que c'était plein à craquer de tanks, de chars, et ça nous a aussi inquiétés. Et ils ont commencé à tirer juste à côté du sitting, en fait, de l'autre côté du sitting, au bord du Nil. Beaucoup de gens venaient pour fumer du shit. On sait que tous les dealers en fait se regroupaient à cet endroit, donc ils ont commencé par attaquer cette partie qui n'était pas directement liée au sitting, mais qui était liée au vent de liberté qui soufflait, puisque tout était interdit avant la Révolution, et notamment l'utilisation de stupéfiants. Et donc en se justifiant qu'ils tiraient sur des gens qui étaient des criminels, mais en fait c'était des gens qui faisaient rien, hein, ils étaient juste assis. Moi je les voyais à chaque fois, nous on se garait devant, on voyait les gens. On n'a jamais vu aucune violence ni aucune raison. Et donc, ils ont commencé à tuer des gens. Il y a eu des balles perdues. Au moment aussi de la grève générale, ils ont agressé les employés de banque qui faisaient la grève parce qu'ils sont allés pour demander leur paye. Et les employés de banque, en fait, c'était le principe de cette grève, c'était que tout le monde allait sur son lieu de travail, mais refusait de travailler. Et donc, ils ont frappé des gens qui étaient dans une des banques qui faisaient grève à Khartoum. Il y a eu des tirs. Une femme enceinte qui passait a été tuée.
Donc en fait, cette violence, elle est arrivée comme ça progressivement. Et les gens s'inquiétaient aussi parce qu'effectivement, Hemiti est allé en Arabie Saoudite, Borhan est allé au Caire. Et donc en fait, ils sont allés voir leurs alliés et prendre les ordres de l'étranger. Et on imagine qu'effectivement, l'attaque du sitting, elle ressemble beaucoup aux méthodes de Sisi en Égypte, qui a tué presque 1000 personnes qui faisaient un sitting. Donc c'était en 2013 et qui a complètement, définitivement cassé la révolution. C'était différent parce qu'en Égypte, il y avait des divisions au sein du peuple égyptien. Et Sisi s'est attaqué aux frères musulmans, donc qui était vraiment une branche très spécifique. Et ce que je peux dire de ce que j'ai vu, parce que j'ai assisté à la révolution égyptienne, à la révolution en Tunisie, et moi-même je suis marocaine, tunisienne et algérienne, donc c'est vraiment des régions que j'ai suivies de près. Mais moi, ce qui m'a frappée quand j'ai été sur le sitting, d'abord c'est l'unité des Soudanais, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une unité contre ce régime et contre le mélange entre religion et politique, avec cette idée qu'il doit y avoir une liberté de conscience, accepter les différences, le fait que ce n'est pas un pays qui est que arabe, c'est aussi un pays africain. Au Soudan, on parle presque 240 dialectes. Il y a des ethnies, un nombre d'ethnies très différents, très important. Et l'ancien régime a tenu pendant 30 ans sur des politiques racistes et sur l'idée de diviser les Soudanais et de les monter les uns contre les autres. Et c'est ce que les Soudanais ont compris. Et c'est ce que j'ai trouvé très très fort dans tout ce que j'ai entendu, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette prise de conscience de ce qui s'est passé au Darfour, cette volonté de ne plus séparer les gens qui sont dans le nord et les gens qui sont dans le sud, et d'avancer ensemble et de vivre ensemble. Et c'est ça qui fait la force de cette révolution. C'est aussi une révolution qui est féministe. Et ce que j'ai vu dans le sitting, c'est une autogestion vraiment impressionnante, une solidarité. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument pas besoin en fait, il n'y a pas besoin de police ni de militaires au Soudan. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est extrêmement pacifique, avec beaucoup de respect des gens les uns vis-à-vis des autres. Et la solidarité, elle s'est exprimée, c'est-à-dire que les gens qui travaillaient dans plein de domaines différents se sont mobilisés. Ce qu'ils ont détruit le 3 juin, c'est des scènes qui ont été construites partout. Donc les gens ont amené tout ce qu'ils avaient, des baffles, des énormes écrans géants pour pouvoir diffuser des films. Il y avait chaque soir des concerts qui étaient organisés. Des collectifs qui se sont créés, le collectif des artistes qui a décidé de faire une toile qui faisait 6 km de long, et donc les gens venaient chaque soir pour dessiner, c'était ouvert à tout le monde, et l'idée était à la fin de coller, de coller toutes les toiles et de l'exposer dans tout le sitting. Ils ont créé aussi une école pour les enfants des rues. Il y a 3 millions d'enfants des rues au Soudan. Ce sont des orphelins de toutes les guerres civiles dans les différentes régions. Donc des enfants qui remontent vers Khartoum pour essayer de survivre comme ils peuvent. Donc les enfants des rues étaient extrêmement présents sur le sitting et totalement intégrés. Des ateliers étaient organisés pour eux de dessin, de théâtre, de chant, de danse. Donc on pouvait voir des mini-spectacles chaque soir et on pouvait discuter avec ces enfants qui étaient vraiment extraordinaires, qui avaient développé une intelligence du fait qu'ils sont obligés de survivre dans la rue. Et pour la première fois, on s'occupait d'eux. Donc les gens se sont organisés pour leur acheter des habits. Et on voyait bien qu'ils avaient été adoptés par le sitting. Et ce qu'on pouvait voir sur le sitting, c'était presque une ville dans la ville. Parce qu'en fait, c'était très très grand, l'espace. C'était pas juste comme Place de la République, Nuit debout, ou Occupy Wall Street, ou Occupy sur le London Bridge. C'était vraiment une ville dans la ville. Et énormément de gens sont venus. Les différentes régions du Soudan étaient représentées. Donc il y avait des tentes. Chaque tente représentait une région. Et les gens se relayaient pour pouvoir rentrer chez eux. Et d'autres arrivaient. Donc on pouvait voir le rêve, l'utopie. Et je ne veux pas prononcer ce mot utopie, parce qu'en fait, non, c'est le nouveau Soudan. C'est ce Soudan que pendant 30 ans de dictature, on a essayé de faire taire, mais qui est là. Il y a des millions de Soudanais extraordinaires qui veulent arriver à mettre en place ce Soudan. Ils existent, ils sont là. Et le sitting, pour la première fois, a permis au monde entier de voir que ce Soudan existait.
Et effectivement, la stratégie du régime en coupant Internet, c'est de définitivement faire taire ce Soudan, et aussi en détruisant le sitting, parce que c'était un très grand danger pour eux, parce qu'en fait, ça montre quel est le vrai Soudan. Et les militaires ne représentent rien. Les militaires ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent que leur fortune personnelle qu'ils ont amassée sur le dos des crimes qu'ils ont commis, sur le dos des Soudanais. C'est-à-dire que quelqu'un comme Hemiti, à chaque fois qu'il envoie un soldat au Yémen combattre pour l'armée saoudienne, il prend une commission. Et donc, en fait, il va dans les villages les plus pauvres, dans les régions qu'il a justement pillées et qu'il a mis dans une situation catastrophique pour recruter des jeunes qui n'ont rien et donner de l'argent à des familles et envoyer des enfants soldats qui vont faire une guerre qui ne les concerne pas. Et évidemment que les généraux savent que si les civils prennent le pouvoir, ils ne vont plus pouvoir mettre 70% du budget soudanais à la disposition de la police, des militaires, de la répression et de la guerre. Et finalement, ces militaires, ils ne tiennent que là-dessus, sur ces guerres qu'ils font et que personne au Soudan ne souhaite continuer à faire. Voilà, donc je reviens à la fois très déprimée et pleine d'espoir, parce que je ne peux pas croire que malgré le fait qu'ils aient détruit, brûlé les gens vifs qui dormaient dans les tentes, donc des familles, ils ont tué des enfants, ils ont tué des personnes âgées, un monsieur qui tenait une pancarte avec une colombe et qui se promenait dans tout le sitting et qui a été assassiné, un monsieur qui avait plus de 70 ans, qui était peut-être quelqu'un qui dormait dans la rue, qui était très très modeste. Donc ils ont brûlé, ils ont effacé les peintures qu'il y avait sur les murs du sitting, mais ils ne peuvent pas effacer ce qui s'est passé dans le cœur de chaque Soudanais. Et ce que je pense, c'est que ce qu'il y a dans le cœur de chaque Soudanais est plus puissant que toutes les armes que les militaires et que tout cet argent que les militaires veulent déployer. Merci beaucoup. Avant de revenir sur ce renouveau culturel, j'aimerais bien qu'on ait un mot sur ce qui s'est passé pendant le 3 juin. Quelle a été la réponse des manifestants quand l'armée s'est mise à tirer sur le sit-in? Est-ce qu'ils sont restés pacifiques? Est-ce qu'il y a eu une réponse violente? Pas du tout. En fait, le peuple n'est pas du tout armé. Et même ceux qui sont armés, ils préfèrent continuer sur l'idée et la base de toute cette révolution, c'est une révolution pacifique. Et à chaque attaque de l'État, le peuple continue à dire pacifique, pacifique. On continue à être pacifique et on ne veut pas, surtout. En fait, et ça, c'est la cause principale de toutes ces violences, c'est que en fait, l'État veut une guerre intérieure. Parce qu'ils vont gagner plus si le peuple est armé. Il y a ce besoin, vous dites, d'une guerre, d'un vrai conflit armé. C'est ça. J'ai des amis qui m'ont raconté dans certains quartiers qui ont été attaqués par les milices, ils attaquent les quartiers et ils laissent des armes derrière eux. Et effectivement, ça les arrangerait un scénario à la syrienne ou à la libyenne, parce que leur business, c'est... C'est un vrai régime qui s'entretient avec la guerre. Exactement. C'est un régime qui s'est enrichi sur toutes les guerres qu'il a menées. Donc c'est ça la solution qui a été trouvée par les manifestants. Et les Soudanais ont pris les leçons de ce qui s'est passé dans la région, réfléchissent énormément. Il y a une vraie réflexion au sein des différentes factions politiques, mais aussi au sein des associations, dans les quartiers. Les gens sont très organisés, se parlent. Chaque quartier, en fait, est organisé et les gens prennent les décisions ensemble. Les comités de résistance, c'est ça. Voilà, oui, pour les comités de résistance, c'est des rassemblements qui sont organisés par les manifestants au sein de chaque quartier. Et surtout des jeunes, voilà. Et il y a aussi des gens de tous les âges, et voilà, et des femmes et des hommes, des enfants de rue, comme il l'avait dit. Et donc voilà. Et pour l'instant, je crois que vu l'oppression sous laquelle Khartoum règne, parce qu'il y a un bras de fer maintenant, c'est-à-dire il y a les Janjaouides qui couvrent tout le paysage. Ils sont mobilisés partout, justement pour opprimer ces gens-là, pour opprimer les Soudanais, pour pas qu'on se révolte,
parce qu'ils ont des craintes aussi que le sit-in reprenne. Et donc, entre-temps, moi, j'imagine, et à mon sens, que maintenant, les comités de résistance qui ont refusé d'utiliser les armes qui ont été laissées d'exprès par les Janjaweed, ils sont, entre-temps, maintenant, ils sont en train de s'organiser pour mettre en place aussi d'autres modes de résistance, à part la désobéissance civile, qui a été à l'initiative de rassemblement des professionnels soudanais, et qui a duré pendant 3 jours. Et cette désobéissance civile réussit à 90%, pour certains encore plus que 90%. Voilà. Ils ont même été chez les gens pour les obliger à venir, pour que les ingénieurs des compagnies d'électricité viennent travailler, pour que les pilotes d'avions viennent faire voler les avions. Ils ont frappé les gens, ils les ont complètement terrorisés chez eux, jusqu'en allant chez eux. Tout à fait. C'est exactement le mot. Pour l'instant, les gens ils sont terrorisés. Et moi, j'ai vu aussi des scènes sur Facebook et dans des réseaux sociaux où il y avait des soldats de Janjaweed qui lançaient des gaz lacrymogènes dans des maisons, dans les maisons vraiment, pour que les gens soient provoqués, pour qu'ils sortent, pour qu'ils glissent vers la violence. Mais les Soudanais, comme l'avait dit Madame, cette révolution est aussi une révolution de prise de conscience. Ils sont très conscients à ce que le gouvernement veut en faire. Et ils veulent vraiment que ça soit le chaos, qu'on riposte et que ça soit comme d'autres pays dans la région a vécu pendant les printemps arabes. Mais pas du tout, ils sont restés toujours et ils sont pour l'instant pacifistes. Et c'est l'intelligence des manifestants de ne pas prendre les armes. Et en même temps, c'est vrai que ça pourrait paraître paradoxal, parce que ce qu'ils veulent, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment un changement radical et qu'il n'y aura absolument aucun compromis de la part des manifestants. De la part des manifestants. Et c'est intéressant qu'à la fois il y ait cette volonté de non-compromis et en même temps le pacifisme absolu Tout à fait. qu'ils essayent d'entretenir. Exactement. Parce qu'en fait, les militaires cherchent toujours une légitimité. Et donc, si les civils prennent les armes, même au niveau international, ça leur donnera la légitimité pour écraser dans le sang de manière encore plus violente. Et moi, ce que je trouve très très grave aujourd'hui, c'est que là, actuellement, il y a un envoyé américain qui est là-bas et qui discute avec les militaires comme si le 3 juin, enfin quasiment comme si le 3 juin n'avait pas eu lieu. Et je trouve que c'est insupportable. De la même manière, la réaction de l'Union européenne, des États européens, est complètement en dessous de ce que ça devrait être. On parle encore de faire une enquête, mais les images sont arrivées, les gens sont morts, les gens sont remontés du Nil, les tentes ont été brûlées, les gens étaient brûlés vifs dans les tentes, les corps ont été jetés dans le Nil. Donc je comprends pas très bien. Je trouve que c'est vraiment l'hypocrisie dans laquelle on vit, c'est-à-dire que, ou alors il faut qu'on assume. L'Union européenne et les États européens ne sont pas des États démocratiques, ne respectent pas les droits de l'homme et ils discutent avec des militaires comme si de rien n'était, comme si c'était normal de tuer des gens. Et en plus, ce qui est très grave dans ce qui s'est passé sur le sitting, que personne ne dit, c'est qu'il n'y a même pas eu de sommation. Il peut y avoir une attaque qui dit voilà, vous allez évacuer, et puis les gens peuvent évacuer pacifiquement les lieux. Non, ils sont venus par surprise. Ils ont fermé toutes les entrées du sitting. J'ai des amis qui étaient là-bas qui m'ont raconté comment ça s'est passé. Donc, ils ont pris les gens au piège et ils les ont volontairement massacrés. Et aujourd'hui, ils continuent de faire des déclarations officielles sur les chaînes de télévision internationales, ces militaires, pour dire oui, il va y avoir une enquête, oui, mais il y a eu des violences en face de nous. Enfin, ils continuent de proférer des mensonges et de se comporter comme s'ils étaient chefs d'État. Ils ne sont pas à la tête de ce pays. Il y a eu une révolution et il n'y a pas un seul Soudanais qui les suit, à part les gens qui sont leurs propres salariés, c'est-à-dire les milices qu'ils payent. Sauf à part les gens qu'ils payent pour être avec eux, personne n'est avec eux. Et c'est ce que les Soudanais ont prouvé avec la grève générale, c'est-à-dire qu'une grève générale qui est suivie à 90% et la désobéissance civile, ça veut dire que la totalité du peuple soudanais est contre eux. Et ils continuent à s'acharner. Et ce qui est très grave, c'est que la communauté internationale continue de les considérer comme des interlocuteurs valables et continue de discuter avec eux sans condamner clairement
les massacres qui ont eu lieu le 3 juin et qui ont été suivis d'assassinats, de viols, de terreur dans toutes les rues de Khartoum. Les mêmes méthodes qui ont été employées au Darfour. Et pourtant, ces militaires ont été condamnés pour crimes contre l'humanité, Hemiti le premier. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure des 200 millions d'euros que l'Union européenne a donnés à l'État soudanais. Et donc, indirectement, l'Union européenne finance. Et moi, je dis, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que dans la politique de l'Union européenne aujourd'hui, la priorité, c'est d'empêcher les migrants d'arriver dans l'Union européenne. Donc, jusqu'à faire en sorte que accepter que les gens meurent en mer, refuser qu'il y ait des sauvetages en mer, et collaborer avec des États qui sont tortionnaires, comme la Libye ou le Soudan. Alors que ce qui serait quand même un peu plus simple si cette Europe vraiment ne veut pas de migrants. Moi, je ne connais pas un seul Soudanais qui est exilé ici en France qui n'aimerait pas pouvoir rentrer dans son pays et avoir une vie normale dans son pays. Donc, si l'Europe veut réellement faire qu'il y ait moins de migrants qui arrivent en Europe, eh ben, elle devrait soutenir l'émergence des démocraties. Et je dis ça, c'est pas ce que j'ai au fond du cœur, parce que je pense que tout le monde devrait pouvoir voyager librement et qu'il ne devrait y avoir aucun visa et que si les gens pouvaient voyager librement, en réalité, il n'y aurait aucun problème. Voilà. Malheureusement, et c'est ce qui a été vu depuis le début de la révolution, c'est que les révolutionnaires soudanais n'étaient pas seulement contre l'État soudanais, mais encore contre tout ce qui est, tous ceux qui sont alliés à cet État. Et c'était les Saoudiens et leurs alliés qui étaient du côté asiatique qui voulaient que la guerre au Yémen continue. Et du coup, ils ne voulaient pas d'autres personnes à part Hemeti et ses militaires pour qu'ils puissent avoir des personnes qui font la guerre à leur place. Oui. Et il y avait l'Égypte qui ne veut pas du tout avoir une démocratie qui se crée juste à côté d'elle, parce que Sisi ne veut pas quitter le pouvoir et ne va jamais quitter le pouvoir s'il n'y a pas. Ils aimeraient bien une démocratie, donc c'est ça. Oui. Et du coup, en fait, les Égyptiens, ils vont commencer une révolution si la révolution soudanaise continue et arrive à... Vous croyez à un effet domino ? Pardon ? Vous croyez à un effet domino ? Oui. Oui. Parce qu'en fait, tous les pays qui sont autour du Soudan, ils sont en relation directe avec le Soudan. Il y a des Soudanais qui sont là-bas, il y a les autres nationalités qui sont installées au Soudan. Et je crois que le fait de réussir une révolution au Soudan va inspirer les autres peuples à sortir et à manifester et à avoir une vraie révolution qui va réussir. Mais justement, pour revenir sur cet aspect de la révolution qui est pacifique d'un côté et dans l'ultra-violence de l'autre, quelle solution il existe face à cet état des choses ? Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer ? C'est la continuité de la révolution pacifique. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, l'utilisation de l'arme par les révolutionnaires, c'est ce que attend l'État et les alliés régionaux. L'arrêt complet de la révolution, c'est ce qu'attend l'État aussi. Et du coup, la continuité de ce mouvement pacifique peut donner suite, parce que ça a commencé en décembre dernier et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des grands changements que personne ne pensait avoir lieu avec un mouvement pacifique. Et du coup, on y croit. Et on va continuer à le faire, une révolution pacifique qui aura des effets, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais qui aura un jour... Un vrai effort de persévérance. C'est ça, un nouveau Soudan sans les militaires en tête. Oui, c'est vrai qu'il y a les Émirats arabes unis qui a payé 3 milliards de dollars au Conseil militaire pour que ce soit une forme d'aide pour qu'ils puissent tenir un peu plus longtemps parce que la situation économique se dégrade. C'est vrai que l'Arabie saoudite finance aussi avec des armements. Et j'ai vu aussi un reportage qui a été publié par New York Times, par justement le journaliste Declan Wallace, qui est sur place depuis le début de cette révélation. Et c'est lui qui a interviewé un ancien militaire, un ancien officier dans l'armée de air, l'armée aérienne soudanaise, qui lui a informé que, comme quoi il a vu de ses propres yeux des armements et des fourgons qui étaient en train d'arriver dans l'aéroport de Khartoum juste quelques jours avant la dispersion
de sit-in le 3 juin. Donc c'est vrai qu'il y a aussi l'Égypte qui mobilise pas mal de ses services de renseignement qui sont au Soudan et qui sont derrière tout ce qui se passe au Soudan dans les médias égyptiens. Les Égyptiens ont même proposé, pour remplacer ceux qui font grève, d'envoyer des ingénieurs, d'envoyer des pilotes d'Égypte pour casser la grève. Tout à fait. Donc malgré toutes ces ingérences avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord, et ça le prouve, les rassemblements de contestation qui sont organisés par la diaspora soudanaise dans toutes les capitales du monde, devant ces trois ambassades en question. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'ingérences internationales, dans la région surtout, mais pourtant le Conseil militaire ne pourra pas du tout tenir encore plus longtemps, parce que cette autorité, il ne pourra l'exercer que sur soi-même. Le peuple soudanais s'est bien décidé et il sait très bien ce qu'ils veulent et ils savent très bien ce qu'ils réclament. Et c'est toujours le peuple qui aura le dernier mot à dire. Et du coup, on a l'impression, les pays donc, sont donc contre cette révolution. Est-ce qu'il y a un pays proche qui, par contre, a manifesté un soutien ou aucun Oui, bon, en fait, l'Union africaine, depuis le 4 juin, à peu près, Tout le monde aurait dû faire. ouais, ils ont bloqué le Soudan de participer à l'Union Ils ont européenne. exclu le Soudan de Non, l'Union suspendre, africaine. en fait. Oui, Suspendre. En fait, ils n'ont pas exclu. Oui. Ouais. Le TMC de participer à l'Union africaine, ce qui est bien. Mais en fait, ça devait être le cas de tous les pays du monde. Tout le monde doit être du côté du peuple et ne pas regarder ses intérêts, on va dire, économiques. Parce qu'on sait que quelques États ont des intérêts économiques au Soudan, et si le peuple commence à avoir un État civil, leurs intérêts vont être bloqués ou bien contrôlés contre leur gré, quoi. Et ils veulent pas que ça arrive. Et du coup, c'est pour ça que le peuple a aucun allié à part des internationaux et des personnes qui croient vraiment à la révolution et à la force du peuple, et qui continuent à le dire avec des mots, avec des actions. Et on espère que ça va continuer comme ça. Les autorités de ces trois pays dont on vient de parler, c'est vrai qu'ils ont des intérêts politiques au Soudan, économiques, pardon, mais ce n'est pas que pour des intérêts, c'est aussi pour des craintes. La démocratie qui peut communiquer, bien sûr, une fois qu'ils s'installent dans la région, et ça c'est principalement la crainte de l'Égypte. Par rapport à l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ils ont aussi d'autres craintes, parce que ce qui a réussi le régime de Omar el-Béchir à faire avant son départ, c'est de manipuler les opinions internationaux et les médias internationaux, comme quoi cette révolution qui est en train de naître au Soudan serait d'obédience de gauche, on va dire, ou socialiste, ou communiste. Et ce qui fait même peur, il faut le dire, à même une petite minorité de Soudanais même. Mais donc c'est ça aussi une des raisons dont craint ces trois pays, que la démocratie s'installe, que le changement s'installe au sein de ces communautés. Et parce que, voilà, c'est comme on le voit, l'Égypte, les péninsules arabes, on n'en parle même pas. Donc eux et la démocratie, voilà. On parlait de soutien à l'international, mais surtout au niveau des pays. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement qui est en train que la révolution au Soudan gagne en traction grâce à Facebook, encore une fois, notamment avec ces photos de profil bleu. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, parce que c'est très mystérieux pour. Oui. En fait, bleu pour Soudan, c'était commencé par des amis d'une personne il s'appelle Matar, Mohamed Hassan Matar. C'est un révolutionnaire soudanais qui faisait son master à Londres, qui est parti au Soudan juste pour participer au sit-in. Et 2 jours après son arrivée, ou quelques jours, je ne suis pas sûre, il y a eu l'attaque du 3 juin. Il était en train de protéger une femme
qui voulait sortir et que les militaires essayaient kidnapper. Et du coup, en protégeant cette femme, il s'est fait tuer par les militaires. Du coup, ses amis ont lancé un hashtag sur Facebook et Instagram et Twitter aussi, parce que Matar adorait la couleur bleue. Et du coup, ils ont choisi cette couleur, ils ont mis la couleur, l'image de leur profil, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, en bleu. Et les gens les ont suivis. Et c'est devenu un truc international, bleu pour Soudan, pour dire qu'on soutient le Soudan. Peut-être que la solution en fait à ce mouvement, à cette manifestation, une solution pacifique, ça serait d'outrepasser la vieille diplomatie des États qui ne suivent pas du tout le mouvement, et plutôt de passer par les citoyens du monde entier. Et avec, Exactement. En fait, je voulais juste vous dire qu'on a les 37 Soudanais qui sont en exil en Europe ont écrit un texte qui a été publié dans Libération. Et comme énormément de gens voulaient aussi signer, on a créé une page donc où on peut signer en soutien à la révolution soudanaise et aussi pour demander à ce que l'Union européenne reçoive une délégation de Soudanais en Europe et écoute ce que les Soudanais ont à leur dire. Et donc la pétition, c'est SudaneseRevolution.wesign.it. On vient juste de la lancer, voilà. Donc si vous avez envie de signer cette pétition, voilà, parmi plein d'autres choses qu'on peut faire, il y a des possibilités de faire des dons. Oui, justement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en France, si on veut s'intéresser? Du coup, il y a le mouvement sur Facebook et sur les médias sociaux de changer le profil vers le bleu, de mettre les hashtags qui marchent, et aussi de faire des dons. Il y a un groupe qui s'appelle Food and... je me souviens pas très bien. C'est des dons qui sont collectés par un Soudanais qui est aux États-Unis et qui sont envoyés, je ne sais pas comment, mais ils sont envoyés à un groupe au Soudan qui travaille sur place et qui aide les pauvres, les personnes qui étaient victimes du 3 juin, mais encore avant le 3 juin, toute attaque faite par l'État. Et du coup, il y a aussi tout ce qui est écrire à son député, écrire à l'État, écrire aux ambassades de pays pour leur dire un peu bougez-vous et faites quelque chose, parce qu'en fait, il n'y a aucun mouvement du côté diplomatique et on attend juste les autres peuples. Ce qui est arrivé déjà, mais on veut toucher tous les peuples, quoi. Il faut une prise de conscience généralisée. Exactement. En fait. Mais en même temps, on est très peu informés. Il faut une prise de conscience. Des pays européens, moi, ça me choque vraiment qu'on n'entend vraiment pas parler, quoi. C'est assez fou. Et... J'ai appris qu'il se passait une révolution au Soudan il y a 3 semaines quand tu m'as dit qu'on allait faire cette émission spéciale Soudan. Je savais pas. Merci Jules. C'est dingue. Non mais c'est dingue qu'on soit si peu informé sur cette révolution, et il faut vraiment chercher les informations pour les trouver. Et on n'est pas du tout... Et c'est justement une des manières avec laquelle on pourrait soutenir la révolution au Soudan. C'est-à-dire la couverture médiatique, bien sûr, qui aura pour vocation de plus de pression sur le conseil militaire. Ah oui. Et puis aussi la solidarité populaire telle qu'elle s'est exprimée par les Algériens, par les Français et les associations. Et j'en profite parce que ici, il faut rappeler qu'en France, il y a pas mal d'associations qui soutiennent le Soudan depuis leur arrivée, bien avant même le déclenchement de cette révolution. J'en cite certains, United Migrants, j'en cite certains, Debout la Chapelle. Il y a pas mal d'associations qui soutiennent les Soudanais dans leur mobilisation ici. Urgence Darfour aussi. Et donc j'en passe, c'est vrai, parce que surtout en France, il y en a beaucoup plus. Donc la solidarité des peuples, c'est quelque chose qui importe beaucoup et qui se manifeste à travers plusieurs actes, les médias, les mobilisations, les dons et tout ça. Et j'en profite, le 29 juin, il va y avoir un rassemblement de la diaspora soudanaise en Europe, à Paris, à Trocadéro, pour une journée de soutien pour la révolution au Soudan, à l'instar de cette journée qui s'est déjà eu lieu en Belgique en février dernier. Donc cette fois-ci, ça sera à Paris. Et donc vous êtes tous invités, vous pourriez venir et ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Ce sera avec un grand plaisir.
Est-ce qu'on peut répéter la date juste 23, Le 29 juin, 29 juin. au Je vais le noter sur le devant le chat. Trocadéro. devant le À la Trocadéro. place de Trocadéro devant. Et le 21 juin, on m'a dit que c'était l'anniversaire de la prise de pouvoir par Omar el-Bachir. Et donc, il y a des actions partout au Soudan. Une marche qui est organisée et aussi des manifestations devant toutes les ambassades d'Arabie Saoudite dans toute l'Europe et un rassemblement devant le Parlement européen de Soudanais. Voilà. Ça, c'est le vendredi 21 juin, toute la journée. Donc, si vous avez envie d'aller devant l'ambassade d'Arabie Saoudite... On Ne vous y gênez va, pas. du coup. de la peinture rouge, sang, Oui, alors, devant leur porte. justement, en parlant de peinture, on a beaucoup parlé des manifestations, de la répression, et je pense qu'il fallait le faire, mais on devrait aussi peut-être, je pense, parler de ce renouveau culturel qu'il y a eu, de cette révolution culturelle peut-être. Est-ce qu'on peut parler de révolution culturelle soudanaise? Est-ce que c'est peut-être plus compliqué que ça? Je pense qu'ils étaient tous là, mais ils étaient cachés, non? Enfin, je sais pas. La Ah non, révolution, elle nous ça a a permis parlé, à tous les artistes d'exploser. Oui, voilà, c'est ça, on nous a Je parlé pense de qu'ils étaient dans l'association des l'ombre, artistes, Oui, en fait, il y avait aussi une oppression sur les artistes, que ce soit des artistes qui chantent ou des peintres ou autres. Parce qu'en fait, le régime du Omar el-Bachir pensait que islamiste, ça veut dire ne pas chanter, ne pas peindre. C'est comme si on dit que c'est interdit par l'islam. En fait, c'est des idées qui étaient mises en place par ce régime et qui étaient répandues. Et en fait, toutes sortes de mouvements culturels et artistiques étaient opprimés au vu de la loi de mœurs. D'accord. On me montre des images d'une artiste soudanaise qui s'appelle, est-ce que tu peux en parler un peu? C'est Ala Satir. Ala Sadiq. Non, Ala Salah. non, c'est pas Ala Salah non plus. C'est Ala Satir. Satir. Oui, celle qui a fait. Oui, oui, oui. Passe donc. C'est celle qui a fait les petits bonhommes Avance. qui pointent tout le temps le doigt vers le haut comme ça. Je l'adore. Toute la France est au courant. 8 personnes. Je vais leur montrer parce que je suis sûre que tu connais. C'est elle. C'est celle qui fait. Donc il y a beaucoup d'artistes donc, qui s'engagent sur les réseaux sociaux Tu vois. et qui... Oui, Abanat. Qu'est-ce qu'on ne voit pas là-bas sur ce téléphone? Non, c'est la même photo. Mais oui, je genre, leur montre le site de. Ouais. L'Instagram. L'Instagram Ala de Satir. l'artiste. Mais j'en profite pour dire parce que vous êtes très nombreux. Merci déjà d'être présents, ça me fait plaisir. Mais du coup, n'hésitez pas à poser des questions, à lever la main. C'est vrai, parce qu'il nous Si reste vous plus êtes beaucoup de temps déjà. beaucoup. et- Donc levez la main, posez des Dites-nous si questions. vous On a avez de la des chance questions. d'avoir des intervenants intéressants et qui connaissent le sujet avec nous. Donc Exactement. posez-nous des questions puisqu'on ne sait pas grand-chose. Dans un éditorial du Monde qui a été publié il y a à peu près une semaine, ils appelaient justement à soutenir la révolution qu'il y avait au Soudan. Mais dans l'article, c'était plutôt des intérêts géopolitiques qui ont été mis en avant. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt en tant qu'Européens avoir des intérêts philosophiques avec ce pays plutôt que des intérêts politiques? En fait, à chaque fois qu'on pense aux intérêts politiques, c'est toujours au détriment du peuple. C'est pour les États, pour les intérêts politiques et économiques. Et du coup, il faudra plutôt penser au côté philosophique, culturel et richesse culturelle du pays que du côté géopolitique, je pense. Je voulais aussi ajouter que j'ai oublié de vous dire que sur le sitting, il y avait une librairie. Ça a commencé par 5 livres qui ont été donnés par des gens qui étaient sur le sitting. Et à la fin, c'était une bibliothèque. Des livres dans toutes les langues, principalement en arabe, mais il y avait aussi beaucoup de francophones qui vivent à Khartoum, qui sont venus donner des livres, des anglophones. Et c'était une librairie où on ne pouvait pas acheter les livres. Il fallait lire sur place. Et donc, nuit et jour, il y avait des lecteurs, tout le temps au moins une vingtaine, une trentaine de Soudanais qui étaient en train de lire. Donc j'ai filmé ça parce que j'ai trouvé ça très beau, même dans ce moment d'urgence, quand les gens avaient envie de se reposer, de se retirer un petit peu des débats politiques, des concerts, des manifestations, ils allaient dans cette librairie magnifique. Et parmi les Soudanais que j'ai rencontrés, beaucoup parlaient plusieurs langues, apprenaient le français, l'anglais, le chinois.
il y avait une véritable curiosité, une ouverture sur le monde. Et j'ai été frappée de voir à quel point les Soudanais étaient des intellectuels, plus qu'ailleurs, et peut-être même qu'ils lisent plus qu'ici en France. Peut-être du temps de la dictature, comme tout était interdit, les gens lisaient, il y avait énormément de livres qui étaient interdits, et les gens se débrouillaient pour se procurer les livres. Et là, ils étaient tellement heureux de me montrer tous les livres qui étaient exposés, qui jusqu'à il y a 2 mois étaient encore interdits par le régime. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau, et je suis devenue très amie avec le libraire du sitting qui s'appelle El Tahir, qui était à l'initiative de ce projet. Et malheureusement, la première chose qu'ont fait les RSF en arrivant, c'est de brûler la librairie. Voilà, donc voilà à qui on a affaire, voilà qui sont ces gens. Et les gens qui nous dirigent, nos hommes politiques, ceux qui sont chefs d'État, pour eux, c'est juste des numéros. Mais chaque personne qui a été tuée sur le sitting, c'est une personne, c'est un être humain avec une histoire. Des gens magnifiques que j'ai rencontrés. Et personne ne doit continuer à être assassiné de cette manière au Soudan. Et les militaires essayent constamment de dire qu'ils assassinent des gens de donner une mauvaise image des manifestants, alors que ce sont des gens extraordinaires. Voilà. Ouais. J'aimerais dire à propos de ce que vous avez dit les deux, il y a un ancien adage qui disait à propos de l'amour et du goût des Soudanais et à leur fascination par la lecture, on disait « Le Caire écrit, Beyrouth imprime et Khartoum lit ». Ça a toujours été ce slogan, mais malheureusement, durant une trentaine d'années, on a presque oublié cet adage. Et justement, comme il le dit, monsieur, cette occasion de cette révolution au sein de ce pays, et il devrait être aussi une manière qui va nous rappeler à repenser à repositionner notre image justement, et à repenser notre rapport aux choses, et à redéfinir nos conceptions et notre rapport des choses qui nous entourent en fait. C'est une manière vraiment, j'arrive pas à l'exprimer, mais cette occasion ne devrait pas être juste cette révolution ne devrait pas être justement l'occasion d'un changement des figures politiques et de systèmes et des régimes. C'est aussi un changement de paradigme, un changement de paysage. J'aimerais aussi ajouter qu'une des choses centrales dans cette révolution et sur le sitting, c'était la poésie. Les Soudanais font beaucoup d'improvisation poétique, dialogue en poésie, de plein de manières différentes, et beaucoup de chants révolutionnaires sont nés pendant les mois de la Révolution et étaient repris en chœur et puis modifiés pendant. Donc il y avait tout le temps des petits groupes qui se formaient où il y a quelqu'un qui se met au milieu et qui commence à lancer des slogans révolutionnaires, à les chanter, et tout autour, tout le monde accompagne en rythme en répétant un mot, soit révolution, soit dégage. Donc, oui. Et ça, c'était vraiment en fait, très, très beau. Le sit-in en soi était très beau. Dès l'entrée, en fait, je suis allée quelques jours au Soudan seulement pour participer un peu au sit-in. Et en fait, à l'entrée, il y a des civils, des personnes, des jeunes qui se sont mis en place devant le sit-in pour être sûr que tous ceux qui vont entrer n'ont pas d'armes, n'ont pas des choses qui peuvent être dangereuses pour ceux qui entrent. Et en fait, ces personnes-là, ils chantent. Dès qu'il y a une personne qui s'approche, ils lui disent « Arfa yaddak fog wa taftish bezzog ». Ça veut dire levez vos bras, on va vous fouiller, mais avec beaucoup de plaisir et d'amour. Et en fait, c'était des images très beaux. On entre dans le sit-in et à chaque fois, on entend des personnes qui chantent et c'est très beau. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Malheureusement, ils sont en arabe. Il y a une vidéo qui était sortie il n'y a pas longtemps de 4 jeunes qui étaient très jeunes, genre 14 ans, des adolescents, qui étaient en train de préparer du thé dans le lieu de sit-in et qui, pour dire aux gens venez boire du thé, il leur disait ça en chantant. Du coup, ils se sont mis en rang et ils ont commencé à chanter. S'il y a la chanson ici... Oui.
Parlez le temps que je la trouve. Du coup, en fait, ça, c'était une image. Il y avait beaucoup plus d'images du chant, de... Je vais vous montrer ça. On va la trouver. Mais c'est intéressant que oui, pour renverser un système politique, on fait une révolution culturelle. Oui. Parce que c'est ce qui transcende toutes Oui. les barrières de communautarisme et de... Oui, et en fait, ce qui était très visible pendant toute la révolution, c'est que dès qu'il y a une personne qui est endommagée par une attaque de l'État, il y a les habitants du quartier qui se regroupent, qui font un share, je ne sais pas comment on dit ça, une quête, et qui payent de l'argent à cette personne pour que lui, il puisse se faire dédommager. Et ils n'attendaient pas l'aide de l'État, ils n'attendaient pas un dédommagement de l'État. Ils faisaient ça entre eux, en solidarité. Du coup, en fait, je crois que la culture de solidarité qui est dans ce pays ne doit pas être seulement regardée par les diplomates qui cherchent juste les intérêts géopolitiques et économiques. Tu avais une question, Juliette? Oui, Juliette. C'était pour appuyer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les conditions de la demande d'asile en France pour les Soudanais qui sont très compliquées. Et c'était pour souligner ça avec un exemple qui était, moi j'ai une patiente qui est soudanaise et qui a demandé la demande d'asile, elle s'est fait refuser par la CNDA. Et ça a été vraiment un moment de choc pour elle, ce qui est très compréhensible. Et elle s'était exilée en France parce que là où elle était, dans ce pays-là, elle était féminisme et elle a, on va dire, échappé au viol de plusieurs personnes, on va dire plutôt masculines, parce que justement, elle était féministe et elle était salope là-bas. Et du coup, elle s'est enfuie en France et là où elle pensait trouver une terre de refuge, finalement, elle s'est fait violer par un Soudanais qui était dans la milice là-bas, mais qui s'était un petit peu échappé. Et qui lui a dit « Vous n'êtes qu'une Soudanaise, vous n'avez aucune valeur ». Et c'était vraiment très compliqué d'accueillir en thérapie ça pour cette femme qui était médecin, très cultivée, qui avait vraiment une très grande élaboration, une très grande culture, d'accueillir ça en thérapie parce que c'était impensable pour elle d'avoir échappé à s'être enfuie de son pays là où sa mère lui manquait, son père lui manquait, ses frères et sœurs lui manquaient, pour se faire finalement violer en France par quelqu'un qui soutenait, on va dire, le régime soudanais ici. Et cette femme, on va dire, n'est pas revenue en thérapie depuis le refus de la demande d'asile. Et je trouve que la France et les autres pays européens, c'est vraiment de l'impensable. Cette femme a été violée, cette femme a été chassée, médecin, et elle était aussi designer de mode, c'est-à-dire une artiste. Et je ne savais même pas quoi dire à cette femme en thérapie, tellement c'était impensable ce qui venait d'arriver. Voilà, donc c'était juste pour souligner que c'est le politique qui est vraiment austère là-dedans, surtout dans la vie des femmes. Et elle refusait de porter le voile, elle a été battue pour ça. Ouais. En fait, Voilà. il y a tous ceux qui ont demandé l'asile en France et qui ont eu un rejet, que ce soit de l'OFPRA ou de la CNDA, sont souvent mis en transfert vers leur pays d'origine. La France et l'Europe en général savent que ces pays ne sont pas sécurisés, savent que ces personnes qui sont expulsées ne vont pas vivre la même vie et n'auront jamais une vie en sécurité, surtout parce qu'ils ont dit des choses qui sont contre le régime ou contre certaines personnes du régime. Et du coup, je trouve que la France et l'Europe participent d'un côté dans l'insécurité qui arrive à ces personnes-là, qui ont réussi à arriver en Europe, mais qui sont ensuite transférées vers leur pays d'origine. Dire un mot là-dessus parce que c'est très très grave. En fait, la France, depuis le 16 mars 2017, expulse vers le Soudan, ce qu'elle ne faisait pas avant. Et il faut savoir que toute personne expulsée, même si c'est pas quelqu'un qui est un réfugié politique, quand elle arrive à l'aéroport, elle est accueillie par les militaires et elle va en prison. Le fait même d'avoir quitté le Soudan et d'avoir demandé l'asile dans un autre pays est considéré comme un délit. Et donc aller en prison au Soudan, ça veut dire
à prendre le risque d'être torturés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France renvoie des gens dans un pays où, quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont arrêtés et mis en prison, dans des prisons où on torture. Donc on collabore indirectement. Et en plus, ce qui est très grave, c'est que la France collabore avec l'État soudanais, qui est un État tortionnaire, en donnant des listes à l'ambassade du Soudan à Paris. Donc il y a une collaboration entre l'État français et l'État soudanais tortionnaire. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Ça ne fait pas la une des journaux. Je me souviendrai toujours de ce 16 mars 2017 où un Soudanais a été expulsé vers le Soudan et ça a créé un précédent. Et par la suite, il y en a eu beaucoup d'autres. Et malgré le fait que les ambassadeurs de France à Khartoum ont été prévenus par les associations qu'ils savent très bien comment ça se passe, pour avoir discuté avec des diplomates qui sont là-bas, ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe. Et malgré tout, on continue de le faire. Voilà, donc, et on parle encore de droit d'asile. Est-ce qu'il y a encore un droit d'asile ? À quoi sert le droit d'asile, finalement Il y a une vraie situation de collaboration. On a été rejoint par un invité avec un très joli drapeau. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Abdou, je suis soudanais, j'ai 28 ans. Depuis 3 ans et demi en France. Voilà, on est arrivé comme tout le monde, par frontière, par Libye, par Égypte. En fait, pour venir en France, c'est pas pour les étrangers, pour les migrants en général. C'est pas trop facile en fait, c'est trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Libye. Ça fait très longtemps parce que moi j'ai pas resté beaucoup, mais j'ai resté 4 mois quand même. Et même j'ai resté en Égypte 1 an et demi. On a fait beaucoup de choses pour revenir en France, pour gagner de l'argent, pour payer pour bateau comme tout le monde. En Libye, le premier pays pour passer c'est Égypte, après c'est Libye comme tout le monde. Mais Libye, franchement, la vérité, c'est pas facile. Ni pour le Soudanais, ni pour tous les Africains en général. C'est pas facile, c'est très compliqué parce qu'il y a... En fait, même il y a le président de Libye, Mohamed Zavir, il est mort. Il y a l'armée, il a fait beaucoup de choses très dangereuses pour les Africains en général. Voilà, il y a beaucoup de monde en Libye dans la présente. Comme au Soudan, depuis, je sais pas, depuis 28 ans. Depuis 28 ans. Voilà. Après, depuis 4 mois, on a beaucoup de problèmes. Depuis 2003, on a beaucoup de problèmes au Soudan, même au Darfour, vers Libye, vers Tchad. 2003, après 2011, Soudan, il est coupé à 2 pays. Avant, il était en un pays. Maintenant, c'est 2 pays. À cause de religieux, à cause de politique, Soudan il est coupé à 2 pays. En fait, c'est 2 problèmes parce qu'il y a le problème au nord, au Darfour. Le deuxième problème, Soudan il est coupé à 2 pays. On n'est pas d'accord pour que l'armée tue le noir, le musulman, tout le Soudan. Après, au Darfour, on n'est pas d'accord par ça. Après, on n'est pas d'accord aussi parce que ce qu'il a fait le président, il a occupé le Soudan 2 pays en 2011. On n'est pas d'accord aussi par nos troisième problème. Depuis 4 mois, on a beaucoup de problèmes à cause de, comme d'habitude, le religieux, le politique, je sais pas, entre blanc et noir, voilà. On n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on a fait le manif au Soudan depuis 4 mois. On était devant la maison de l'armée, la maison de le président. Parce que le président maintenant il est dans la prison. On est très content pour ça. On est très content. Parce que le président, depuis 28 ans, il est là, depuis mon âge, 1990. Mais il y a les autres personnes, il y a 2 personnes, il est venu. Il a pris la place de président en fait. Mais on a pensé en fait, les 2 personnes, il est venu après le président. Et faire autre chose. C'est pas comme le président, il faire autre chose pour nous. C'est pas juste pour eux. Mais malheureusement, on n'a pas de... Les 2 aussi, comme le président. C'est par ça on a fait une grande manifestation en Soudan pour le 2. Voilà. On n'a pas d'accord. Après, pas très longtemps, mais bientôt 1 mois, normalement, je ne suis pas sûr. Et l'armée, il a jeté 700 personnes
Parce que les gens ils disent en Facebook, les gens ils disent 40 personnes. C'est pas vrai. On n'est pas d'accord parce que c'est pas 40 personnes. Ben, c'est 500 personnes ou 700 personnes. L'armée elle jetait les gens de l'eau. Enfin, on n'a pas d'accord. On n'a pas d'accord pour ça. Pourquoi? La question pourquoi les gens, l'armée, il fait ça pour jeter les gens de... Toujours la manipulation systématique. De Exactement, toujours la manif au Soudan, mais il y a les enfants, il y a les femmes. L'armée, elle tue juste comme les animaux. L'armée, elle tue les femmes, les enfants, elle jette les gens de l'eau. On n'est pas très content. Même, même dans le Ramadan, aussi, l'armée il a fait n'importe quoi, on n'a pas d'accord, on a trop de reste partout. C'est pour ça, nous les Soudanais, en France, on fait le manif aussi, en Amérique il y a le manif, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Il y a tous les jours, il y a un jour par semaine ou 2 jours par semaine, il y a le manif de Soudanais partout en Europe, aux États-Unis, pour avoir le bon... Est-ce qu'on peut en profiter, excusez-moi, pour rappeler les dates des manifestations à Paris? Le 29 Oui. 21, je crois. Et le 21 juin. Le 22, on a une manifestation de Soudanais en Belgique, le 22. Le 29, c'est normalement à Paris, c'est à République. Voilà. Au Trocadéro. Trocadéro, le 29, voilà. Le 29, c'est à Paris, Trocadéro. Ouais. C'est noté Voilà. dans le chat en plus. Merci beaucoup. Ça fait un moment qu'on discute. On va passer à l'interview Bah oui. des musiciens. On va peut-être faire venir les musiciens juste qui vont nous rejoindre, je pense. On a Gandhi et beaucoup. Nourri. Merci beaucoup. Donc on est rejoint par 2 musiciens soudanais qui vont jouer pour vous, qui ont bien voulu venir et pour partager leur musique. Bah, tiens, Merci à on va vous. faire de la place sur la Vous êtes banquette, venus, vraiment. carrément. On tient juste à vous remercier encore Merci beaucoup à plus vous, chaleureusement pour cette tribune que vous avez La place sur la accordée banquette. aux Soudanais et à la révolution du Soudan. Et merci beaucoup pour votre soutien. Ça nous a fait beaucoup de plaisir, ça nous a énormément touchés. Il Merci à faudrait, vous. juste avant qu'on se quitte, il faudrait peut-être rappeler le lien pour la pétition. Est-ce Oui, que pour la quelqu'un a le lien pétition. pour la pétition quelque part? On la partagera en tout cas. On le mettra sur, On le la mettra partagera sur Ouais. Facebook en tout cas la pétition. Je pense pour que soutenir. le plus petit geste qu'on puisse faire, c'est déjà Oui, c'est signer ça, cette ouais. pétition et peut-être ensuite aller aux manifestations. Voilà. Mais merci beaucoup à vous d'avoir accepté de venir et d'avoir partagé tout ce que vous saviez, tout Merci ce que vous beaucoup. avez dit. Ça nous a fait J'avais plaisir à juste, nous. oublié de me présenter, je m'appelle Oui, c'est vrai. Tibri et je suis traductrice interprète crois qu'on a- indépendante. Je crois qu'on n'a pas bien entendu. Pardon. Ok. Micro. Je m'appelle Tibri et je suis traductrice indépendante ici basée en France. D'accord. Bah merci beaucoup Tibri. Et, Je vais rester et un peu Mohamed. pour traduire pour Nourri, qui est Ah oui, un des chanteurs. d'accord. Bah merci du coup Tibri de traduire pour Tibri. Pour répondre à la question que Gandhi me posait, l'émission sera disponible en podcast. Oui, l'émission sera disponible en podcast sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. En fait, oui, on est donc avec Ewen le NVTL podcast. On Eh a oui. une page Facebook Bonsoir à et tous. Twitch. Vous étiez en live sur Twitch. Et donc on a une page Facebook que vous pouvez aller suivre, NVTL podcast. Et Attaché. une chaîne YouTube aussi sur laquelle on remettra cette émission. Et où aussi sont disponibles toutes nos autres émissions qu'on a fait à la cantine de la Cigale et Tout à fait. même avant dans la chambre d'Ewen. Quel bel endroit, ça me manque. Quel bel endroit. Et vous avez aussi toutes nos vidéos très rigolotes.